Au fur et à mesure que les équipes design grandissent, des problèmes récurrents surgissent. Comment superviser tout le monde sans oublier une seule personne? Comment privilégier la stratégie plutôt que d'éteindre les feux? Comment avoir de la visibilité sur l'ensemble des opérations en cours? Comment être crédible vis-à-vis des autres directions et parler leur langage? Bref, comment répondre à tous ces besoins? Pour cela, Michael et Valentin ont créé le Dashboard Design. Cet outil va servir à piloter l'activité design et la vie de l'équipe en centralisant et en croisant le maximum d'informations et suivre l'évolution des KPI design définis en amont. Dans cet épisode, ils vont vous raconter pourquoi et comment ils l'ont mis en place, depuis quand, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Bref, ils vous disent tout sur ce Dashboard Design. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Savez-vous qu'en devenant une ou un abonné premium, vous obtenez du contenu unique et que vous pouvez écouter les épisodes sans publicité? Pour vous abonner maintenant, rendez-vous dans la description de cet épisode et cliquez sur le lien designplus.supercast.com. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour Mitch, bonjour Valentin, comment allez-vous? Salut Laurent, ça va, merci et toi? Salut. Écoute, ça va. Très bien, merci. Donc tous les trois aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du dashboard design. Est-ce que d'abord, avant de commencer le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît? Alors Valentin, donc moi je suis designer, je suis consultant chez Monsieur Guise depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Mes principales missions, donc j'ai fait 2 ans chez AXA au sein d'une relativement petite équipe, il y avait 10 ou 15 designers. Ensuite, j'ai fait 2 ans chez NJ Digital avec une équipe un peu plus conséquente, de taille moyenne, je dirais. On avait 20 à 30 designers. Et puis depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, je suis chez France TV où là on accompagne 60 personnes. D'accord, donc une grosse équipe très différente. Oui, exactement, ouais, beaucoup de monde, des UX, des UI et des artworkers aussi également, et puis toute une équipe transverse, mais bon, je pense qu'on rentrera un petit peu plus dans le détail un petit peu plus tard, je pense. Ouais, d'accord. Et toi, Michael? Alors moi, j'ai été responsable de la croissance du design et de sa culture chez France Télévisions pendant presque 10 ans. J'ai supervisé et fait croître en fait l'équipe design. Et j'ai vu passer peut-être presque 200 profils parce qu'il y a un peu de turnover et puis parce que le temps passe. Ma mission, elle s'est terminée en janvier dernier. Donc du coup, c'est sans doute la dernière fois qu'on intervient ensemble avec Valentin sur ce retour d'expérience, sur ce qu'on a mis en place chez France Télévisions. Parallèlement à ça, je suis cofondateur de la Conf qui tue le game, un événement qui a eu lieu cette année, qui a fait pas mal de bruit, un événement gratuit et qui a attiré pas mal de monde sur la scène du produit et du design. Et ensuite, je sais pas si on rentre dans un petit peu ce qui nous définit en termes d'expertise. Oui, vas-y, je te propose de commencer, oui. Ouais, en fait, alors d'abord, j'ai pas fait que ça, hein. J'ai eu énormément d'expériences différentes. J'étais cofondateur de startups d'innovation. Je travaille sur des side projects depuis toujours qui touchent à la narration. Donc, j'étais réalisateur, je suis scénariste, créateur de fiction, de séries d'animation, de programmes télévisés. J'étais directeur de création, j'ai été planeur stratégique. Et bon, si on résume, ce qui me caractérise, c'est une veille constante et un temps d'avance sur les technologies et les moyens créatifs. Et puis, je suis souvent le pont entre les méthodes théoriques et la mise en pratique opérationnelle.
sorte de pont entre la vision et une approche concrète qui plaît souvent à ce niveau de pilotage et de management, puisque souvent on s'éloigne du côté hands-on, du côté j'ai les mains dans le cambouis, et moi j'essaye de m'en extirper le moins possible. Ouais, d'accord. Et je vais te poser la question, Valentin, effectivement, tu peux peut-être en profiter pour parler, oui, sur ton expertise un petit peu, ouais. En termes de background, moi j'ai mené une double vie pendant une dizaine d'années. Donc côté conventionnel, je dirais, j'ai passé 8 ans dans une boîte d'e-learning. J'étais designer flasher. Et pour le côté un peu moins conventionnel ou un peu plus atypique, j'ai passé 10 ans dans la musique. Je faisais du print, du web, de la vidéo, de la DA, de la com, du market. On faisait un peu de tout parce que c'était des labels indépendants. Pour des labels hip-hop en l'occurrence. Donc pour les plus connaisseurs, je suis passé notamment chez Neochrome et BuzzLab. Et mes terrains de jeu favoris, moi c'est facilitation, mesure, outils et process. C'est les choses qui me stimulent le plus. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on voulait parler tous les trois du dashboard design. Et ce qui serait peut-être intéressant avant de commencer, c'est pourquoi vous vouliez aborder ce sujet en fait dans ce podcast. Eh bien, en fait, depuis plusieurs années, on observe un grossissement exponentiel des équipes de design au sein des entreprises. Alors évidemment, d'un côté, c'est un point très positif, puisque ça permet d'infuser à la fois une manière plus orientée utilisateur, de la créativité, des méthodes de recherche et de priorisation, une sensibilité ergonomique et puis une sensibilité, je dirais, à l'identité, au branding et au graphisme. Mais ça pose un problème structurel, puisque quand on grossit, il y a beaucoup de monde. Du coup, on est tous confrontés à des problèmes quand nos équipes grossissent, qui sont comment superviser tout le monde sans laisser quelqu'un de côté, comment privilégier la stratégie plutôt que de passer son temps à éteindre des feux, parce que plus il y a d'équipes réparties dans plusieurs produits, eh bien plus on a de petits problèmes à gérer. Comment avoir de la visibilité sur l'ensemble des batailles auxquelles on concourt, parce que quand on dirige une grande équipe, il y a des choses asymétriques qui se développent, des projets plus ou moins grands, et donc on n'y voit pas toujours très clair, et on n'est pas toujours en capacité de transmettre le niveau d'avancement ou de comprendre les décisions qui ont été prises, tout simplement, au cœur des équipes. Et puis, dernier point, c'est comment être crédible vis-à-vis du coup des autres directions et parler leur langage. On le sait, le design, c'est plutôt un sujet qui touche foncièrement à l'affect, à l'émotionnel, et souvent en face de nous, on a des interlocuteurs, on y reviendra sans doute ensuite, mais qui ne parlent pas ce langage nécessairement, qui sont beaucoup plus rationnels. Comment on peut parler leur langage, comment on arrive en fait finalement à transmettre les actions qui ont été prises et mises en œuvre par nos équipes dans un langage qui est approprié. D'accord. Ok. Et Valentin, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, du coup, je vais compléter. Ouais, en effet, pour répondre à ce besoin, ce qu'on va faire nous, en fait, c'est piloter l'activité design et la vie de l'équipe via un dashboard qui va centraliser tous nos KPI. L'idée, c'est de pouvoir les croiser et suivre l'évolution de ces derniers dans le temps. Ok. Avec ce dashboard, qu'est-ce que l'on peut mesurer ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets, s'il vous plaît ? Alors, globalement, on va s'assurer d'être en capacité de mesurer et d'avoir une vision générale et de suivre et donc de piloter. Donc, il y a 4 grands segments, si on veut faire simple. Il y a d'un côté une dimension Ops, growth, c'est-à-dire coordination et dimensionnement. Donc là, on va mesurer le déploiement et la bonne santé des process et des rituels, la mesure de la charge des équipes, la coordination, la redistribution, la culture, l'esprit de famille, ce genre de choses. On a un deuxième segment qui va être autour de la performance. On va mesurer en fait l'impact de ce qu'on génère, les KR, la vélocité, le cycle time, ce genre de choses. Troisième grand segment, ça va être la dimension management. On l'a dit, on est une grosse équipe. Du coup, c'est pas toujours facile, sauf si on fait des one-on-one avec chacun, mais on n'est pas toujours en mesure de le faire, de connaître l'état de santé de l'équipe. Donc, on va avoir un sujet dans la partie management sur l'état de santé des équipes avec, on va peut-être le partager après, mais
de l'auto-évaluation de la part des équipes, et c'est vraiment à l'échelle des équipes, pas à l'échelle de l'individu. On va sentir si une équipe ou un segment d'une équipe, soit l'équipe UX, l'équipe UI, bon, peu importe, se sent bien ou mal et sur quels critères. On va mesurer dans cette dimension management la partie turnover, la partie gestion du staffing et distribution entre les différents produits. Et enfin, le quatrième point, donc résumé, premier point, c'était la partie Ops, Growth, deuxième point, Performance, troisième point, Management, et le quatrième point, c'est plus proche du produit au fond, c'est un angle pilotage d'ambition stratégique. On a des expertises qu'on veut développer au sein de la direction du design, et donc là on va se mettre dans un angle où on va mesurer ce développement par rapport à des ambitions qu'on s'est fixées, comme des OKR, et donc ça va être par exemple le pilotage d'ambition stratégique, ça va être de la mesure autour du développement du design system, du brand system, l'équité de la présence de marque et la reconnaissance de cette marque. Et puis l'accessibilité, par exemple. D'accord, ok. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples justement pour illustrer un petit peu ? Alors pour donner quelques exemples de ce qu'on fait, nous on a le formulaire de santé des équipes. C'est un formulaire qui est rempli par les équipes tous les 2 mois, qui nous permet d'observer d'un point de vue macro et micro comment se portent nos équipes. D'un point de vue macro, c'est très simple, c'est une note de mood qui va de 1 à 5. Et ensuite, on a une douzaine de critères qui sont évalués par les équipes, des critères tels que la charge de travail, la fluidité des process, la clarté, le sentiment de sécurité psychologique, le droit à l'autonomie, etc., etc. On a une douzaine de critères en fait qu'ils évaluent, qu'ils auto-évaluent de manière anonyme et qui nous remontent. Et au sein de Coda, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'évolution de ces derniers pour essayer de faire que les équipes se portent le mieux possible. D'accord. Excuse-moi. Donc ça veut dire que tu disais que c'était rempli de façon anonyme. Oui. Donc ça veut dire que par exemple, il y a aussi bien des lead design que des designers ou même des juniors ou des seniors le remplissent, c'est ça, hein ? C'est ça, tout le monde. En soi, Caroline, notre VP, pourrait très bien le remplir et tout designer est sollicité pour le remplir. Moi-même, j'y participe également parce que je suis aussi mon utilisateur. Donc globalement, oui, il est ouvert à tous les designers et plus on a de réponses, plus mieux c'est pour nous en fait. Ouais, bien sûr. Parce qu'il est anonyme, mais il y a quand même une notion de granularité. Donc on sait sur quelle verticale ça se trouve et quelle typologie de poste c'est, si tu veux. Donc on a quand même cette notion-là, mais oui, il est ouvert bien entendu à tous. Et les résultats d'ailleurs sont également communiqués à tous, excepté les verbatims. Ok, très bien. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, je t'en prie. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est la santé de nos rituels. Ça, c'était un de nos gros sujets avec Mitch l'année dernière. Donc sur les rituels, on va suivre systématiquement pour nos gros rituels, bien sûr pas pour toutes les réunions, mais vraiment pour ce qui est à proprement parler des rituels, donc c'est-à-dire nos synchro métiers, nos synchro verticales et notre guild design. On va suivre le taux de participation et on va demander toujours systématiquement en sortie une note de ROTI, donc une note de satisfaction sur le temps investi qui va de 1 à 5. Ça nous permet de voir comment se portent nos rituels et d'un point de vue très concret, l'année dernière on avait du mal à dynamiser, à donner la valeur que l'on espérait à nos guildes et du coup le fait de le suivre au fil du temps, de voir en fonction de ce qu'on mettait comme travail en face, Mitch et moi, comme atelier qu'on proposait, comme typologie de contenu, etc., de voir l'évolution des notes, le taux de participants, les feedbacks, etc., le taux de participation, les feedbacks, etc., ça nous a permis d'affiner le tir et puis de relativement rapidement, je trouve, d'avoir une très bonne note de ROTI moyenne avec de moins en moins d'efforts en amont. Donc c'est ce genre de choses que le dashboard nous permet de faire. D'accord. Et puis peut-être pour donner un dernier exemple, sur le design system, on va suivre le déploiement, ce qui sort de notre conception, ce qui est effectivement développé par les devs, le ratio entre les composants qui sont génériques et ceux qui sont endémiques, donc propres à un produit. On va suivre l'évolution de la conception et du déploiement dans le temps, à l'échelle de tout France Télévisions et puis à l'échelle des produits également. D'accord, ok, c'est super intéressant. Et alors, c'est quoi en fait l'élément déclencheur
qui vous a dit il faut créer ce dashboard? Grâce au forfait Design Plus Premium, vous pouvez écouter tous les épisodes plusieurs heures avant la diffusion publique. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction. On a observé que dans notre quotidien, au niveau management et plus largement même au niveau ops, on passait notre temps à gérer plutôt que de faire en fait les tâches qu'on s'était données pour faire évoluer le design de l'entreprise. On passe notre temps à gérer des petites urgences chronophages et à ne pas dépiler du tout les tickets qu'on s'était donnés et à déprioriser ce qui est important et stratégique au profit de petites choses qui sont importantes, puisqu'en général, si ça devient urgent, c'est qu'il y a un problème structurel et qu'il faut le régler. Mais en fait, souvent, on agit trop tard dans l'urgence et quotidiennement. En résumé, ce qu'on voulait faire, du coup, c'était arrêter d'éteindre des feux au quotidien et anticiper les problèmes. Et puis, piloter par l'objectif pour atteindre nos ambitions stratégiques design. On patauge un petit peu. Il y a des moments où on se dit, mais attends, le design system, ça fait pas 3 ans qu'on est sur ce truc. Ce qui bloque. Bon. Ce qui bloque, c'est souvent des choses qui sont périphériques aux actions des équipes. C'est des choses, des choses contradictoires, des décisions qui sont contraires aux axes de développement qu'on s'était donnés. Mais on a souvent des difficultés à prendre de la hauteur et à mesurer les régressions et ou tout simplement l'inaction. D'accord, ok. Pourquoi, d'après vous, fallait-il mettre en place ce dashboard et pourquoi c'était nécessaire? Et pourquoi pas Non, l'idée c'était d'éviter de jongler entre différents outils. Traditionnellement, t'as souvent des formulaires de santé, ça se fait régulièrement, soit avec un Windows Form, soit avec ce type d'outil. Tu vas avoir à côté, tu vas avoir un Jira qui va te permettre de voir ta vélocité ou ton débit selon comment tu fonctionnes. Différents métriques qui sont sur différents outils. Et nous, en fait, c'était évident pour nous, il fallait qu'on aille plus loin, en fait. Parce que avoir des métriques, c'est bien, mais les tracer dans le temps et les centraliser, c'est beaucoup mieux. Et c'est exactement ce qu'on a cherché à faire, quoi. Au-delà du confort, déjà, d'une part, de les avoir tous au même endroit, c'est vraiment de pouvoir les croiser les uns avec les autres. Et là, je peux donner un exemple. On parlait du health check tout à l'heure. Donc, imaginons, on va avoir, les UX par exemple, qui vont nous remonter un problème de charge. Ça va être de l'ordre du subjectif. Ouais, moi je pense que j'ai trop de travail, etc., etc. Je suis essoré. Et nous, ce qu'on va pouvoir être en mesure de faire, c'est via ce qu'on remonte de Jira au sein de notre dashboard, on va pouvoir croiser si de manière effective, ou tout du moins quelle est la relation entre le ressenti que peuvent avoir les UX sur leur charge de travail et mettons points de complexité ou peu importe le chiffrage qu'on aura mis en face. En fait, on va pouvoir mettre une réalité factuelle et mesurée sur un sentiment qui est fondamentalement fondé. Ça, il y a pas de sujet à ce niveau-là, mais pouvoir croiser les deux nous permet d'être beaucoup plus fin. Et puis pour d'ailleurs sur le sujet de santé, on aurait d'ailleurs une notification parce qu'on a automatisé ça aussi, parce qu'on est un peu joueur avec Mitch. On a une notification qui remonte en cas de charge comparée à ce qu'on est censé pouvoir absorber. Donc ça nous permet d'anticiper ça. Mais bref, pour reprendre le fil, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir les croiser et les suivre dans le temps. Et pourquoi on a fait ça aussi, alors là je vais faire une petite digression rapidement, je vais essayer. Pourquoi on a fait ça aussi, c'est très intéressant, on a fait ça pour ne plus avoir à le faire. Mitch et moi, on est souvent pris pour à tort ou à raison, pour des mecs d'outils. Je pense que c'est plus compliqué que ça. En fait, on déteste être maîtrisé par notre outil et nous, on veut maîtriser l'outil. Pour parler de Mitch, lui, il le hack carrément. Et en fait, si on fait ça, nous, c'est pas uniquement par le goût de maîtriser l'outil, mais c'est pour s'en libérer et pour pouvoir se concentrer sur des choses qui auront plus de valeur et libérer du temps pour se consacrer à l'humain ou à des choses qui ont plus de valeur, quoi. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait, pour s'en libérer. Je voudrais revenir aussi sur du coup l'exemple très concret que tu as donné, la relation entre le déclaratif d'une équipe qui se sent acculée, oppressée par
une charge de travail volumineuse et la capacité à la mesurer en réel. Faut pas oublier qu'une bonne part du management consiste à être en fait au fond l'avocat de nos équipes. C'est-à-dire auprès des autres directions de dire attendez, excusez-moi, mais là en delivery c'est très dur, on a très peu de délai, les équipes nous le remontent. Et puis souvent, une fois encore, c'est rangé dans la case du ressenti où, au fond, c'est pas dit, mais de manière sous-jacente, on a peut-être rincé tes designers, tu veux pas tous les changer. Voilà, littéralement, c'est un peu la perception, changeons d'outil, changeons de personne. Bon, non, évidemment, c'est pas mal intentionné, mais souvent, il y a quand même un truc de douleur profonde et durable qu'on a du mal à communiquer. Et là, en fait, c'est très concret. C'est des arguments concrets. C'est-à-dire, d'un côté, tu vois, il y a du ressenti, c'est de la research, c'est le quali et le quanti qui se croisent. D'un côté, il y a du ressenti, et d'un autre côté, regarde, c'est tangible. En effet, ils sont pas partis en vacances depuis très longtemps, tout le plateau, parce qu'on leur a dit il faut rester un peu plus longtemps. Là, il y a un coup dur. Oui, mais enfin, ça fait peut-être 3 coups durs. Toute cette quantification mélangée à la perception de nos utilisateurs finaux, qui sont nos profils internes, enfin nos profils avec lesquels on travaille, qu'ils soient internes ou prestataires, en fait, on fait pas de différence dans la mesure et dans les checks qu'on peut mettre en œuvre. C'est exactement ça qui est intéressant, c'est d'avoir les moyens d'être l'avocat et non plus sur des critères seulement de perception, mais vraiment sur des critères quantifiables. D'accord, ok. Ouais, effectivement, je pense que c'est intéressant, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant et comme tu le dis, ça permet de donner de l'information aux autres directions et souvent c'est difficile à défendre si t'as pas de la matière, comme tu le dis. Et tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte alors comme information au final? Bah, ouais, je vais reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais oui, de la mesure sur des critères qui, croisés, nous permettent d'être beaucoup plus fins et de connaître notre performance, savoir ce qui va bien, ce qui va moins bien, de savoir là où il faut qu'on mette davantage d'efforts parce qu'il y a un besoin. Ça nous permet de fixer nos objectifs et puis surtout d'anticiper les problématiques que l'on pourrait rencontrer. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple si vous aviez fixé tel objectif et que au final ça passe mal au niveau des équipes parce qu'elles se sentent un petit peu piégées ou il y a un mauvais ressenti, ça veut dire que vous pouvez décaler cet objectif soit à plus tard ou soit le différencier ou le modifier. C'est intéressant. On pourrait éventuellement se dire peut-être que l'objectif était trop ambitieux et le revoir à la baisse, mais c'est plutôt la démarche inverse que l'on va faire, c'est se dire non, probablement l'objectif qu'on s'est fixé c'est le bon, c'est comment on fait pour y aller. Et donc justement c'est en rajustant d'autres choses en parallèle sur nos actions au quotidien, sur nos chantiers au long terme, que l'on va chercher petit à petit à atteindre cet objectif, plutôt que de revoir l'objectif à la baisse. Mais ça peut arriver éventuellement, le cas échéant, si on se rend compte qu'on s'est fixé un truc hors sol, quoi. D'accord, ok. Mais globalement, ça va surtout nous permettre de mieux œuvrer pour atteindre cet objectif. D'accord, ok, je comprends mieux. Et alors, comment vous avez conçu ce dashboard alors ? Alors, ce dashboard, il s'est conçu de manière organique, comme on dit aujourd'hui. Il s'est conçu de manière organique pour tout un tas de raisons. Déjà, moi, j'étais très très Jira quand je suis arrivé chez France TV. Coda, Notion, ce genre de choses, je voyais à quoi ça servait, mais j'avais pas encore rencontré le mec qui m'a ouvert le champ des possibles. C'est Nietzsche. Et du coup, petit à petit, on a fait des choses avec. Moi, on a commencé à rapatrier le formulaire de santé sur Coda, 2-3 petites choses comme ça. Et petit à petit, j'ai vu je suis allé où Mitch, je pense, voulait m'emmener depuis le départ. Mais en tout cas, j'ai vu réellement l'intérêt du truc. Quand j'ai commencé à voir qu'on pouvait importer du Jira dans Coda et le retraiter, je me suis dit ok, là il y a autre chose qui s'ouvre, là il y a un autre chantier, il y a une autre dimension, et je me dis ok go, il faut qu'on y aille, quoi. Donc ça s'est conçu de manière comme ça, un peu organique,
petit à petit, en fonction des besoins qui se sont présentés à nous. Comme je te dis, au début, c'était la partie health-check. Là, dernièrement, enfin plus récemment, on était dans le design system, etc. Enfin, ça s'est fait au gré des besoins, et puis un peu de nos envies, mais essentiellement au gré des besoins. D'accord. Mais initialement, si tu veux, ça avait pas été pensé comme un dashboard avec un spectre aussi complet tel qu'il est aujourd'hui, en fait. On est passé de quelque chose qui était une solution purement opérationnelle, qui répondait à des points particuliers, à quelque chose qui a une envergure beaucoup plus stratégique, en fait. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit, quoi. Au départ, on ne pensait pas aller si loin que là où on en est arrivé. D'accord, bon, tant mieux alors. Si je dois résumer, on est passé d'une solution purement opérationnelle à une opportunité stratégique. D'accord, effectivement. Ouais, parce que je pense que ça a eu un impact, effectivement, comme tu dis, sur la stratégie, mais certainement au sein de la société également. Alors pour l'instant, on est encore à l'échelle du test, dans ce qu'on vous partage là, et d'ailleurs il y a un certain nombre de mesures qu'on aimerait avoir et qu'on n'est pas en mesure de mesurer. Donc c'est progressif, et pour l'instant c'est une sorte de proof of concept. On est à l'échelle de l'équipe design qui est au sein, donc qui travaille conjointement avec l'équipe produit et l'équipe engineering, et qui sont au sein de l'équipe numérique. Donc, si déjà, en fait, tu vois, à notre échelle, on arrive à mesurer la performance de nos équipes, à mesurer la santé de nos équipes et tous les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, et puis à être drivé un peu plus par l'objectif, c'est déjà une belle performance. Ensuite, chacune des équipes a un peu ses moyens de progresser, etc. Disons qu'on était les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'on réclame en tant que designer du quali et du quanti, et puis quand il s'agit de nous, on n'est pas toujours très bien équipés. Donc là, la proposition qu'on fait, c'est de rassembler l'ensemble de la connaissance et de se donner les moyens de manager par l'outillage dont on dispose d'habitude pour prendre des décisions d'un point de vue utilisateur. D'accord, ok. Alors maintenant, la partie peut-être la plus intéressante en fait de cette interview, c'est comment vous l'avez mis en place alors ? Grâce au forfait Design Plus Premium, vous pouvez écouter les épisodes en intégralité. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. Alors, du coup, on est passé par 3 étapes principales. Je vais faire une analogie, on en est très fiers parce qu'on s'est battu pour trouver quelque chose d'à peu près correct avec Valentin. Alors vous allez voir qu'au début c'est un peu tiré par les cheveux, et à la fin on se dit ah d'accord, c'est pour ça qu'il nous parle d'une analogie automobile. Alors on s'est intéressé en fait à l'automobile pour partager en fait ces 3 étapes principales qu'on a mis en œuvre. Première étape, c'est une étape qui a été décidée et envisagée plutôt par notre VP qui est Caroline Moreau, c'est de résoudre déjà par l'organisation. On a une grande équipe, on a des difficultés à la manager et à avoir une proximité suffisante avec les membres des équipes qui sont complètement immergés sur le plateau. Nous, en fait, on a des équipes réparties dans les produits. Donc, on a voulu résoudre par l'organisation et mettre en place des nouveaux rôles de management. Donc, on a voulu finalement avoir une posture de prise de hauteur. Je ne pilote plus seulement des opérationnels, mais je manage en tant que VP des managers qui pilotent des équipes. Donc là, d'un point de vue automobile, si on se prend une flotte automobile, on aurait en fait, donc on a tout en haut de l'organisation une VP design, et puis ensuite 3 head of design qui pilotent des équipes réparties dans les différents produits. Et donc c'est un petit peu comme s'il y avait un responsable de la flotte de location et puis des responsables d'atelier qui ont des équipes et qui s'occupent des différentes flottes de véhicules. Je vous l'avais dit, le début de l'analogie est pas folle, c'est la deuxième et la troisième partie qui vont être géniales. Du coup, on a commencé à mettre en place des métriques. Et là, en fait, la posture, c'est de fixer des objectifs et d'analyser, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, en gros, si je me mets à la place du VP Design, c'est de dire aux différents Head of Design qui sont sous sa responsabilité et qui managent les équipes, fais-moi un reporting exhaustif des irritants de ton équipe et on trouvera des solutions. Comment explique-t-on la valeur, l'état de tel ou tel indicateur, ou crois-tu que nous allons atteindre nos objectifs? C'est le travail du VP Design.
Eh bien, en fait, là, on est plutôt dans l'analogie du tableau de bord quand on parle des indicateurs macro, c'est-à-dire en tant que VP Design, je regarde un tableau de bord exactement comme quand on conduit un véhicule et qu'on a des premiers indicateurs qui nous disent qu'il serait peut-être temps de mettre de l'essence ou qu'il y a un problème d'huile. Voilà, on voit, je dirais, à l'échelle macro qu'il faut regonfler les pneus ou regonfler un peu les équipes. Bon, ça, c'est ce que peut voir le VIP. Et ensuite, on a la valise de diagnostic. C'est les identificateurs, les indicateurs, pardon. Donc, c'est les indicateurs micro qui sont plutôt à la disposition des head-off, qui vont pouvoir dire en fait à la VP Design, oui, en effet, il y a un petit problème de pression des pneus, mais ce n'est pas une crevaison, parce que eux, ils ont les indicateurs un tout petit peu plus fins. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, premier niveau, dans les 3 étapes, il y avait la première étape qui était résoudre par l'organisation, la deuxième étape qui est mettre en place de la mesure, des métriques, et la troisième qui est loin d'être anodine et qui est la plus performante, c'est la troisième étape qui est tracer les métriques dans le temps. À partir du moment où on a des mesures, c'est pas le tout d'en avoir, mais c'est de les conserver durablement pour avoir des affichages en fait graphiques qui vont nous permettre de voir si on progresse, si on régresse et pourquoi. En tout cas, d'anticiper le pourquoi. Là, la posture, c'est anticiper les problèmes pour ne pas avoir à les résoudre. Et en termes de pilotage des équipes et de pilotage de la direction du design, c'est assez génial pour la VP. Parce qu'elle n'est plus du tout, en fait, en train au quotidien de prendre des décisions qui, des fois, peuvent être contestées par les équipes. Ah ben non, t'aurais dû m'en parler, on était d'accord. Bon, mais c'est très compliqué de prendre des décisions quand on n'a pas tous les éléments et on essaye, une fois encore, d'être l'avocat des équipes. Là, on va passer, et vous allez voir que là, toute l'analogie de l'automobile va prendre toute sa valeur. On va passer de l'airbag, c'est-à-dire ce qu'on fait au quotidien. Je résous des problèmes en urgence, parce que l'airbag, en général, il se déploie, c'est un petit peu trop tard. On a pris le mur, il nous protège, et c'est ce que fait un VP, ou c'est ce que fait un head-off pour protéger ses équipes, ou pour les encadrer. Bon, mais souvent, on a pris le mur. C'est de passer donc de cette situation où on était dans une solution d'airbag à une solution de correcteur de trajectoire. Je vous l'ai dit que l'analogie allait être plaisante. Le correcteur de trajectoire, c'est j'évite les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et ça, en fait, à partir du moment où on trace avec des graphiques très simples, et c'est pour ça qu'on expliquait tout à l'heure qu'on concaténait l'ensemble des connaissances, c'est qu'on pouvait les croiser. En fait, c'est très clair. On voit très bien quand on va dans le mur. Je prends l'exemple très simple des guildes. Une guilde qui est un tout petit peu insatisfaisante auprès des équipes. Il y a des gens qui commencent à trouver que ouais, c'est un peu rébarbatif ou oui, mais moi j'ai beaucoup de travail à faire en delivery et c'est sympa votre truc, mais enfin ça dure 2 heures toutes les 2 semaines. Bon, ça en fait, ces petits signaux faibles que d'habitude on essaye de pas entendre parce qu'on a d'autres urgences à gérer. On finit par se les prendre en revers au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais enfin, ça finit par arriver. Mais parce qu'en fait, on n'a pas géré la frustration de notre utilisateur final. Et notre utilisateur final, les signaux faibles, il les envoie toujours si on lui demande, si on a l'oreille tendue. Et là, on passe du coup de cette posture en fait de j'ai trop à manager, je suis fatigué, je n'arrive pas à gérer l'exhaustivité de mes équipes, on n'atteint pas nos objectifs, mais c'est normal au quotidien en fait, je m'occupe jamais de ce qu'il faut parce que je m'occupe de passer mon temps à éteindre des feux comme un airbag, à une posture de maintenant, j'ai un correcteur de trajectoire. Alors, bien sûr, le correcteur de trajectoire n'enlève pas tous les accidents. Il y a quand même des accidents et il y a quand même besoin d'un airbag. Et évidemment, c'est le rôle d'un manager. Mais néanmoins, compte tenu du volume d'équipe dont on dispose, c'est quand même super sympa de pouvoir éviter de prendre le mur et d'avoir un modificateur de trajectoire. Donc, c'est la troisième étape. Tracer les métriques dans le temps nous permet, en théorie, et on a pu le voir en pratique, finalement, d'éviter les problèmes et de les anticiper. D'accord. Donc, ça veut dire que cette partie-là vous donne à la fois, en tout cas aujourd'hui, peut-être que ça va peut-être pas aussi loin, ça vous donne à la fois des chiffres, mais aussi des graphiques, des choses assez précises ou macro ou très micro. Alors, ça nous donne l'ensemble des choses que tu viens de décrire. Donc on va avoir des indicateurs très macro, chiffrés avec leur évolution et on va avoir beaucoup de data vis.
qui est filtrable par vertical, par périmètre, enfin par tout un tas de critères. Mais oui, on a toujours et la data vise et des valeurs chiffrées. Et je le disais tout à l'heure, on a la valise technique, hein, c'est-à-dire de prime abord, on a une overview macro d'un dashboard avec tous nos indicateurs qui sont très simplifiés, explicitement rouge quand ça va mal, bleu quand ça va bien, ou vert. Hein. Donc, tout de suite d'entrée de jeu, en tant que VP Design, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail parce que c'est ça qui tue aussi. Hein. Il y a tellement de critères que je rentre dans un niveau de détail trop fin et je me mêle au fond, que je sois VP ou que je sois Head of, au fond de quelque chose qui ne me regarde pas parce que je suis obligé de rentrer en expertise pour pouvoir parler au nom des équipes. Or, si j'ai une vue générale et que je prends du recul, eh bien, je vais tout de suite voir, là, ça va très bien, je vais pas m'en mêler. Et je vais pouvoir rassurer d'ailleurs les stakeholders qui me disent, mais je suis pas sûr que ça aille bien, votre affaire là. Si, écoute, là, moi, je suis des indicateurs, aucun problème. Rassure-toi, fais-moi confiance, on est bon, on a dit qu'on atteindrait ça au 3e trimestre, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Ou au contraire, là, effectivement, je vois qu'on a une régression continue, et de se tourner vers le responsable de flotte, ce qu'on a évoqué, dont on a parlé tout à l'heure, qui va dire mais effectivement, non, t'inquiète pas, hein, c'est juste que là on a des nouveaux véhicules, c'est des véhicules automatiques, donc les équipes elles sont pas trop habituées, mais t'inquiète, ça va se mettre en œuvre. Ou au contraire, effectivement, alors je regarde dans le détail avec toi. Effectivement, parmi les véhicules, il y a des véhicules automatiques et je me rends compte que quand on fait trop de kilométrage, personne n'arrive à recharger les véhicules. Et donc, par définition, il y a un taux d'abandon de véhicules un peu trop grand. On va prendre des solutions qui vont en adéquation avec le problème. D'accord, ok. Peut-être qu'il serait intéressant de savoir comment vous avez cherché l'inspiration de ce dashboard et du coup de savoir est-ce que ce dashboard existe ailleurs, dans d'autres sociétés, dans d'autres teams françaises ou étrangères? Bon, alors déjà, en gros, ce qu'on fait, hein, c'est ce qui se fait à l'échelle du produit, dans la culture produit, avec les objectifs, les key results, hein, quand on évoquait l'atteinte des objectifs tout à l'heure. Et puis, c'est ce qui se fait, en fait, finalement, quand on mesure l'impact et les actions qu'on fait au sein de nos produits. En revanche, à l'échelle management et ops, jusqu'ici, les choses qu'on a pu observer et qui s'inscrivent dans la même démarche étaient jamais vraiment aussi abouties. On trouve des choses relativement proches côté produit, comme je disais, mais rarement côté design. Par exemple, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec les équipes de Pernod Ricard, avec qui on a partagé nos premières initiatives, qui étaient passionnés et qui nous ont dit mais attends, c'est génial, on va aussi le faire. Et donc là, on est plutôt en attente de leur retour, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes stakeholders, les mêmes problématiques et les mêmes volumes d'équipe. Du coup, l'idée pour nous là, c'est plus de tirer l'énergie des uns et des autres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on partage. Hein, il y a des grandes chances qu'il y ait des coups d'accélérateur liés au fait que le partage de connaissances des uns et des autres vont nous donner de meilleurs impacts. Donc on l'a dit, hein, ici c'est un dashboard qui mélange des données très variées, centralisées, ce qui donne une excellente visibilité aux head of, aux VP ainsi qu'aux équipes. Parce qu'en fait, on partage aussi aux équipes le dashboard, si elles en sont demandeuses et où elles y ont accès de toute façon de manière très directe. Un truc qui est fondamental, c'est que dans la manière dont on l'a appréhendé nous, on l'a fabriqué nous dans Coda. En fait, on recommande pas particulièrement un outil, mais c'est l'outil qui nous permettait en fait d'être en no-code très libre, Valentin et moi, sans dépendre en fait des équipes de data avec lesquelles on s'entend très bien par ailleurs dans France Télévisions. Mais ces équipes, en fait, elles ont un travail au quotidien à faire pour les dashboards qui nous permettent de mesurer les KPI des produits. Là, on est libre, sans dépendance avec les équipes de data, grâce à des outils comme Airtable, Notion, nous c'est Coda, ce qui nous donne une grande vélocité pour faire des évolutions et tester en marchant. On peut en discuter avec notre VP Design, elle peut nous dire, écoutez, là, sur le design system, de toute façon, c'est pas l'urgent parce que il a été décidé ci ou ça. Et donc, de mettre un grand coup, plutôt sur les rituels et puis aussi à l'opportunité, on arrive à remonter les données, depuis Jira, on arrive à mettre en forme graphiquement de manière assez simple, encore une fois, sans dépendre de personnes spécialisées dans les dashboards ou dans le code. Et du coup, on avance, comme on disait tout à l'heure, de manière assez
itérative. D'accord. Et tu parlais de chez Pernod Ricard, ils avancent de la même façon? Pernod Ricard, en fait, on leur a partagé notre démarche, notre outil, comment on l'avait construit. D'ailleurs, si des équipes veulent se tourner vers nous, alors évidemment, pas avec nos données, mais avec la manière dont on a agrégé nos données jusqu'à maintenant. Après, la spécificité d'un dashboard, c'est que de toute façon, personne n'est outillé pareil. Il y a des gens qui vont être sur Jira, sur d'autres outillages. Donc, naturellement, il faut le faire à sa mesure. Donc, on leur a montré comment ça fonctionnait sur Coda. Je sais pas du tout sur quoi ils sont partis. L'enjeu, c'est pas tant en fait sur la manière dont ils vont mettre en place l'outil et quel outil ils vont utiliser qui nous intéresse. C'est plus par quel bout ils vont le prendre, quelle résolution de management ils vont mettre en place. Et ce qu'on rêve, c'est d'étendre un petit peu cette réflexion à un collectif un petit peu plus grand pour tendre à standardiser une démarche de dashboard, de suivi de l'impact et de la santé des équipes côté design. D'accord. Et je voulais poser la question si vous aviez eu connaissance de ce dashboard design dans des équipes à l'étranger. Est-ce que, d'après vous, ça existe ou quelqu'un l'a déjà évoqué ou vous avez vu quelque chose qui ressemblait, je sais pas, dans des articles, dans des vidéos, des choses comme ça, non? Grâce au forfait Design Plus Super Premium, vous avez accès à la roadmap du podcast. Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. Non, pourtant, j'estime qu'on est très en veille, mais on n'a pas trouvé, comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé des choses côté produit, c'est très avancé côté produit, côté design beaucoup moins, mais pour des raisons historiques très simples, c'est que nous au design, en fait, on attend de nous beaucoup de choses opérationnelles. Et donc, quand on fait passer l'opérationnel d'abord, on a du mal à s'outiller. Et puis, deuxième chose, quand on a des outils comme Figma ou autres qui sont déjà très très bien managés, on a tendance à pas fabriquer nos propres outils. Et puis, comme je disais, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. On n'a pas tendance à se préoccuper au fond. C'est assez nouveau, je pense, de se préoccuper de nos équipes et de les mesurer. Et puis, par ailleurs, c'est très nouveau aussi qu'il y ait des équipes aussi grandes au côté design. Je suis arrivé il y a 10 ans chez France Télévisions. J'étais le premier UX. On a fait beaucoup de chemin. Et donc, naturellement, c'est des questions qu'on se pose maintenant. Je pense l'ensemble du marché a évolué à cette vitesse-là. D'accord. Et est-ce que toi ou Valentin, vous pensez que les outils que vous avez utilisés ou qui sont utilisables, Airtable, Notion ou Coda, sont les bons outils ou est-ce qu'il existe, d'après vous, un outil qui pourrait vraiment être intéressant? C'est une bonne question, mais c'est une question plus profonde qui est est-ce qu'il faut utiliser des outils managés ou faire ses propres outils? Et c'est une question qu'on s'est posée quand on a mis en place l'Atomic Research. Donc, on a mis en place un repository d'Atomic Research chez France Télévisions. Et on l'a fait nous-mêmes sur mesure dans Coda, alors qu'il existe des outils comme Dovetail, Enjoy HQ, etc. Ces outils, ils ont plusieurs bénéfices quand ils sont déjà existants sur le marché. Premier bénéfice, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de pédagogie, puisque tout le monde part du postulat, comme c'est un outil qui existe sur le marché, eh bien, il est meilleur qu'un outil qu'on ferait soi-même. Donc, il y a beaucoup moins à convaincre en interne. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de maintenance à faire sur ce genre d'outillage. Donc, je rêverais, moi, qu'il y ait un outil de dashboard design clé en main. Voilà. Jusque-là, on n'a pas trouvé, puis on n'est pas vraiment parti dans la démarche de toute façon de travailler comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on a mis en place l'outil d'Atomic, on l'a fabriqué nous-mêmes dans Coda, encore une fois, parce que c'est un outil de no-code qui nous permet très facilement, en fait, c'est des tables de correspondance avec, c'est Internet en fait, c'est des tableaux qui correspondent avec des tableaux, avec un système alluvial de dépendance, c'est-à-dire quand je bouge un critère dans un tableau, ça le répercute automatiquement dans un autre tableau, et ces tableaux peuvent être convertibles très facilement en éléments graphiques, en calendrier, en que sais-je. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est que on peut rentrer n'importe quoi. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est parce qu'on peut faire rentrer à peu près n'importe quoi dans un outil comme Coda ou comme Airtable. Et nous, le bénéfice, c'était de pouvoir, à travers notre outil d'Atomic Research, rentrer automatiquement ceux qui venaient des retours des stores utilisateurs. Sinon, il fallait les syndiquer à la main, c'était beaucoup d'énergie. Et indistinctement, avec toutes nos bases de données,
finalement les rassembler au même endroit. Donc c'est la même problématique qu'on résout avec notre histoire de dashboard développé dans Coda. C'est si on avait dû utiliser un outil marché, serait-il en capacité d'agréger ce qui vient de Jira, ce qui vient en fait de questionnaires utilisateurs qui sont faits par des surveys Google ou autres. C'est ça l'enjeu en fait. C'est tant qu'on est en mode je construis un nouveau besoin et un nouvel outil, il vaut mieux le faire soi-même, je pense. Et puis quand ça commence à se standardiser, à devenir un standard du marché, alors on peut se poser la question. Sur l'Atomic Research, viendra le jour où on se posera la question de quitter Coda au profit d'un outil normatif du marché. Et pour faire émerger le besoin, et tant que les fonctionnalités n'atteignent pas nos envies, en fait, on a peut-être intérêt à le fabriquer nous-mêmes, et c'est ce qu'on a fait là. D'accord. J'ajouterais aussi une autre contrainte très très pragmatique. Il y a aussi le coût de l'outil. Là, Coda, on l'avait déjà. Mitch là prenait l'exemple de Dovetail. J'ai regardé justement la semaine dernière. J'ai fait une simulation Dovetail. Ça nous coûterait 40 000 euros grosso modo. Donc la question, c'est est-ce qu'on les a ces 40 000 euros? Et il y a un petit point qui est intéressant aussi que tout le monde ne doit pas avoir dans le viseur, c'est que nous, étant donné qu'on est le service public, quand tu travailles sur des changements d'outils avec des gros volumes de personnes, ça engendre des gros coûts. Et au-dessus d'un certain seuil, en fait, on doit passer par des appels d'offres Absolument, ouais. qui sont incroyables. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça avant chez France TV, et j'ai eu l'occasion d'en faire un. Je le souhaite à voilà, il y a ces contraintes-là aussi. C'est que si nous on veut un outil, ça prend déjà, il faut qu'on ait le budget, et ça prend beaucoup de temps, et c'est très 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 complexe à faire. On a tout un tas de contraintes, ne serait-ce que la langue du document, etc. Enfin, il y a aussi des aspects purement pratico-pratiques qui nous ont amené à se dire Coda, c'est ce qu'il faut prendre. Puis après, il faut se poser une question très concrète. Est-ce qu'on avait le mandat pour le faire? En fait, on avait la confiance de Caroline pour nous dire ok, mais entre guillemets, je veux pas le voir, ce travail que vous faites en arrière-plan. C'est souvent comme ça qu'on arrive à faire évoluer les mentalités et les cultures, c'est en prenant un petit peu le risque et en faisant un pas de côté. C'est ce qu'on a fait sur l'Atomic, et puis ensuite ça a porté ses fruits. C'est pas toujours le cas, il y a des tas de situations où on développe. Quand on développe soi-même son outil et qu'on y met, je dirais, l'énergie du désespoir à côté du travail qu'on a à faire au quotidien, la prise de risque, elle est faible pour l'établissement. Effectivement, il n'y a pas de dépenses, mais ça ne se voit pas. Donc, il n'y a pas à s'en défendre auprès de directions qui pourraient dire ça, c'est notre expertise. Je vous le disais, on s'entend très bien avec les équipes de data, mais ils pourraient nous dire non, faites pas un dashboard sans nous, etc. Que sais-je. Il y a des histoires toujours de précaré dans les organisations. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, on est dépendant de personne et on n'est pas dépendant financièrement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se met dans une démarche comme ça, où on le fabrique nous-mêmes. Et je crois aussi que c'est le moyen de connaître finalement notre besoin. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on l'a fabriqué de manière organique. Aujourd'hui, on peut le rationaliser, le post-rationaliser en disant en fait, ça va nous permettre de gérer les équipes. Et en réalité, c'est beaucoup plus aléatoire que ça et accidentel. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple pour nous de rassembler tout au même endroit. Puis on s'est rendu compte des effets de bord. Et puis peut-être même qu'on s'est rendu compte et bien qu'en fait, on pouvait croiser les données et avoir de la visibilité dans le temps. Voilà, je sais pas comment c'est arrivé. Est-ce que c'est préconçu? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que en réalité, c'est un peu de tout, un peu de chance, un peu d'aléa. Bon, d'accord. Est-ce que aujourd'hui vous continuez d'améliorer ce dashboard, et si oui, comment? Alors oui, bien sûr, on continue. Cependant, c'est pas notre P1 clairement. C'est davantage un fil rouge qui va évoluer en fonction des activités et en mesure de la bande passante dont on dispose. Je le disais tout à l'heure, là dernièrement, on a rajouté des briques dans le design system. On est allé dans un degré de finesse plus élevé que ce qu'on avait précédemment, parce qu'il y avait un besoin qui a été remonté par l'un de nos head-off. Enfin voilà, ça évolue vraiment au gré des besoins, parce que ça prend malgré tout beaucoup de temps à construire, à maintenir, et puis plus la bête est grosse, plus elle est complexe à maîtriser, je dirais. Donc oui, voilà, c'est au gré des besoins. On a des besoins qui évoluent et puis qui nourrissent notre réflexion et notre backlog.
On l'améliore constamment, je dirais. Certaines branches sont prévues, mais elles sont pas encore totalement fonctionnelles, où il faut qu'elles soient ajustées, où elles ont besoin d'être maintenues un peu à la main. Enfin, on peaufine petit à petit, on essaie d'améliorer la chose au fil du temps, quoi. On prend du retour spontanément, en interne, on s'en nourrit, et puis voilà, on alimente la réflexion, on pousse la chose. Et puis on partage, comme Mitch le disait tout à l'heure, on partage aussi notre travail avec d'autres sociétés, et puis on prend les retours des uns et des autres, on essaie de se nourrir mutuellement, et puis de construire quelque chose qui soit un petit peu plus grand que nous. D'accord. Et puis, comme vous disiez, c'est plus un side project qu'un produit ou qu'un produit initial, quoi, en fait. Alors, c'est pour nous un produit stratégique pour Valentin et moi, mais c'est un side project au moment où on le présente à l'entreprise ça va avoir l'impact en fait de changer la manière dont on procède au quotidien. Et donc, quand on est head of ou quand on est VP, sur le papier, ce qu'on présente, évidemment, c'est séduisant puisqu'on se dit, je vais plus avoir de problème. Mais la réalité quotidienne, c'est qu'au moment où on me le présente, j'ai des ennuis, j'ai des choses à gérer. Et donc, c'est bien beau ton affaire là, mais est-ce que ça marche ? Non, pas tout de suite, parce que bon. Et donc, il y a ce côté en fait paradoxal de la poule et de l'œuf quand on met en place des outils de ce type, c'est que il faut faire ses preuves, mais personne n'a vraiment le temps de nous donner les moyens de faire nos preuves. Donc c'est les meilleurs projets, c'est les projets en fait qui vont survivre uniquement s'ils font leurs preuves de leur existence. Et en général, un bon produit, c'est un produit qui apporte de la valeur. Donc c'est là tout le paradoxe, c'est qu'on n'a pas de détracteurs, mais on n'a pas de vrais promoteurs. On a la chance d'avoir un VP design qui nous fait confiance et ne nous dit pas arrêtez-vous là, parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose et que c'est quelque chose qui va l'aider au quotidien et qui va aider ses équipes. Par contre, elle peut nous dire ne faites pas passer ça avant les tâches quotidiennes et les urgences à gérer, et naturellement. Donc c'est pour ça que c'est un pari. Quand tu me dis c'est un side project, pour nous non. Pour nous c'est un projet de vision à moyen ou à long terme. Mais par contre à l'échelle de l'organisation, c'est même pas un projet. Absolument. Vous l'aviez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que ce dashboard design existait quand même dans d'autres sociétés ? Vous allez me dire non. Mais peut-être vous allez me donner une autre réponse. Non, comme on te l'a dit, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, Mitch et moi. Non, avant, moi, ce que j'utilisais, c'était des KPI qui étaient sur différents outils, donc des éléments de vélocité ou de débit qui vont se trouver sur Jira, des appels de composants qui vont être sur Figma, des résultats de Health-Check qui vont être sur un Google Form ou ce genre de choses, donc des KPI qui étaient disséminés à droite à gauche. Donc non, ça existe. Moi en tout cas, j'ai jamais utilisé ça ailleurs. C'est né de la fusion entre Mitch et moi. Ouais, et puis c'est le produit d'un constat de plusieurs expériences antérieures en fait. C'est le constat de ne pas toujours comprendre ce qui nous tombe dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en est là, quoi ? Et si on avait su avant, est-ce qu'on aurait mieux agi ? Bon. La rencontre, effectivement, on vient de le dire Valentin, de nos deux expertises, c'est-à-dire le rationnel et l'irrationnel, ou l'outilleur et le tordant d'outillage. Et ce mix, on en est très fiers parce qu'on voit bien qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, c'est facile de toute façon, les synergies entre les autres humains. Soit en fait, on est asymétrique et on se comprendra jamais, soit on est asymétrique et on trouve un moyen d'imbriquer le truc comme un Tetris. Bon, là, on est plutôt dans le mode Tetris. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a le syndrome de l'Atomic Research. On n'avait rien quand on a fait l'Atomic Research. Donc, ça a été très facile de faire un proof of concept en partant from scratch, sans aucune casserole technique. Quand on a mis en place l'Atomic Research, quand je dis on n'a aucune casserole, c'est très simple. En research, on avait des slides qui se baladaient à gauche, à droite, dans chacune des équipes. Des fois, c'était documenté dans Confluence ou pas. En fait, on n'avait aucune traçabilité de rien du tout.
Donc on part de zéro, c'est un petit peu comme le téléphone mobile qui s'est déployé extrêmement vite en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'avant il n'y avait pas le téléphone filaire en Afrique, donc du jour au lendemain tout le monde avait dans la poche un téléphone et en plus la capacité d'avoir un ordinateur, ça s'est déployé comme ça, une explosion. Chez nous c'était plus complexe parce qu'il y avait les vieux qui avaient l'habitude d'utiliser les téléphones filaires et donc ils ont mis du temps à adhérer à ce truc. Oh non, moi j'ai pas besoin là, bon. Puis à la fin, plus personne n'est capable de se donner un rendez-vous au café du coin. On est obligé de s'appeler à la dernière minute pour dire je serai en retard. Là, c'est un peu le même truc. On part avec quasi rien, je dirais, en termes de mesures, si ce n'est effectivement les choses qu'on avait dans Jira, mais qui étaient consultées que par Valentin ou les experts côté engineering, parce que c'est des outils qui sont trop loin des sensibilités de designer. Donc au final, on est dans un environnement pur dans lequel on a l'opportunité de fabriquer très vite l'outil correspondant à nos besoins. D'accord, ok. Est-ce que, tout à l'heure, vous l'aviez un petit peu évoqué, est-ce qu'il y a eu des contraintes pour le mettre en place ? Pas mal de contraintes, elles existent toujours d'ailleurs. Ça prend du temps, Coda, pour être efficace, pour atteindre ce qu'on peut avoir envie de faire. Ça nécessite du temps déjà pour monter en compétence, parce que là quand on se parle de choses telles que le dashboard, il y a beaucoup de formules, des formules très complexes. Moi je connaissais pas le langage de Coda, enfin donc il y a tout ce temps de prise en main de l'outil et de la manière dont on lui parle, je dirais, et ce qu'on arrive à tirer de lui. Donc il y a ce temps-là, puis après il y a tout le temps de prod, de réflexion, etc. autour du sujet. Donc c'est énormément de temps. C'est énormément de temps. Donc aujourd'hui, bien sûr, on s'y prendrait autrement et on irait beaucoup plus vite. Mais encore une fois, c'est facile à dire a posteriori. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis on a hacké aussi pas mal l'outil. Hein. Il y a des choses qui nous ont pris un temps fou et qui aujourd'hui sont natives. On se parle notamment de tout ce qui est filtre de base de données, mais on y reviendra peut-être avec Mitch un petit peu plus tard, mais ça c'est des choses qui nous ont pris beaucoup de temps en fait. Le fait de pouvoir filtrer par typologie de métier, mettons, ou par périmètre sur toute une page, c'était relativement complexe à faire parce que en fait t'as plusieurs filtres qui appellent la même base, et comment tu fais pour coordonner ces filtres, etc. Enfin, d'un point de vue technique c'était ultra complexe, mais on a quel truc, ça nous a pris beaucoup de temps, et puis finalement c'est arrivé de manière native dans Coda quelques mois plus tard. Oui, comme Notion, Coda c'est un outil très jeune. Donc il y a des choses qui sont dans leur backlog, mais nous on ne pouvait pas attendre. Donc du coup, heureusement, c'est des outils très très flex dans lesquels on peut rentrer des formules, un peu comme des tableaux Excel. Hein, on rentre des formules dans le tableau pour qu'il ait un comportement. Donc on a pu fabriquer nos propres outils, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'aurait plus cette énergie à perdre. Et quand tu dis aujourd'hui on ferait sans doute différemment, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on n'avait pas planifié l'idée de faire un dashboard aussi complexe au départ, et donc ça a été un peu itératif, et donc il y a des choses qui sont construites un petit peu à la Windows, quoi, l'une après l'autre. Au-delà de la dimension opérationnelle que vient d'évoquer Valentin, il y a dans les contraintes pour le mettre en place, il y a des choses qu'il faut pas oublier, c'est l'énergie pour convaincre en interne. Nous on a eu la chance d'être soutenus et d'avoir la confiance de Caroline, enfin, c'est pas toujours si facile. La nécessité du coup d'avoir ce sponsor. Hein. Alors Caroline, je le disais tout à l'heure, elle demande à voir, mais comme au poker, hein, mais elle nous fait confiance. Pas forcément convaincue avant la preuve, mais au moins faites preuve, on verra. Et puis lancer un produit quel qu'il soit, ça engage des grandes responsabilités. Et donc là, même si ce n'est qu'un dashboard, c'est un produit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des utilisateurs derrière, et qu'une fonctionnalité qui fonctionne pas, ça nous fait perdre la confiance de nos utilisateurs. Un simple filtre, quelqu'un qui arrive et puis je comprends pas, je vois plus telle état donné. Bon, donc ça veut dire un responsable du produit, en avoir la responsabilité, assurer la maintenance et ses évolutions, parce que à partir du moment où on a des utilisateurs qui commencent à l'utiliser, alors on commence à avoir des nouveaux besoins. Il va y avoir des gens qui disent mais c'est super, mais alors par contre est-ce que je peux avoir cette donnée-là ? Oui, on en dispose effectivement. Ah oui, mais il faudrait la croiser avec telle donnée. Ah, ok, écoute, on voit ça pour la semaine prochaine. Et en fait, on a
on est tributaire, en fait, quand on met en place un truc comme ça, on est à la fois tributaire de notre succès si ça fonctionne, parce qu'il faut faire plus de choses et qu'il faut le maintenir et qu'il faut s'assurer que ça fonctionne. Et à la fois, on est tributaire de nos échecs. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris notre risque et derrière, si ça ne fonctionne pas ou que ça n'a pas garanti les effets escomptés, on saura bien nous le rappeler. Ouais, tout à fait. Ce serait peut-être intéressant de savoir aujourd'hui concrètement ce que ça couvre en fait les champs. Tout à l'heure vous aviez un petit peu parlé, mais ce que vous envisagez aussi pour demain. Du coup, pour l'heure, ce que ça couvre, c'est la santé des équipes. Donc ça, c'est parfaitement fonctionnel et implémenté. On a tout ce qui est suivi de rituels, donc rituels récurrents, donc notre guild design, nos synchro métiers et nos synchro verticales qui sont pilotés dans le dashboard. On a la partie design system également. Donc le déploiement et le ratio composant endémique versus composant générique, grosso modo. On a la charge des équipes également, la partie design ops. Donc là, on va observer l'implémentation de nos process et de nos méthodologies. Et ensuite, pour les ambitions plus long terme, on a toute la partie brain system, donc qui est quand même engagée dans une certaine mesure, puisque on prend déjà le NPS, on a des attractifs, etc. Mais elle n'est pas encore finalisée et absolument effectivement opérationnelle, cette branche, je dirais. Il y a aussi la volonté d'intégrer l'Atomic Research, qui pour le moment est un coda qui est parallèle, je dirais, à celui-ci. Donc, c'est faire remonter les éléments les plus saillants d'Atomic Research au sein de ce dashboard. Et puis, une partie accessibilité également. D'accord. Est-ce que, en concevant du moins les différentes branches, est-ce que vous aviez placé au préalable des priorités? C'est-à-dire, par exemple, la santé des équipes, je le mets en premier, et l'accessibilité, c'est plus dans le futur. Alors totalement, c'est ce que tu viens de décrire. Donc la santé des équipes, parce que c'est ce qui nous tenait le plus à cœur, ce qui est le plus important en fait, clairement pour nous, c'est l'huile du moteur, c'est ça, c'est le fait que les équipes se sentent bien et en bonnes conditions pour travailler. Donc ça, c'était notre P0. Les rituels aussi, d'un point de vue pragmatique, parce que comme je disais tout à l'heure, on avait c'était compliqué. Enfin, au moment où on construisait le dashboard, on avait vraiment pas mal d'irritants sur nos rituels. On mettait beaucoup d'efforts avec pas beaucoup pour peu de résultats. Donc ça s'est priorisé de fait. Et puis voilà. Après, oui, en effet, c'est en fonction de nos gros enjeux du moment, et puis aussi de la réceptivité de l'interlocuteur qui est en face. Tu vois, sur les différentes branches. Il faut aussi que la personne qui est en face ait envie d'y aller et soit prête à alimenter la réflexion, et puis alimenter le dashboard en data aussi, donc et le suivre. Donc il y a toutes ces choses qui font qu'on a priorisé de la manière dont je l'ai décrite, quoi. Oui, et puis après, stratégiquement, on construit pas une cathédrale sur du sable. Donc la clé, c'est de commencer en fait par résoudre les problèmes des risques au quotidien et de l'usure des équipes, etc., comme on a pu l'évoquer. Et puis ensuite, se donner des ambitions avec des objectifs, c'est ce qu'on va mesurer dans un deuxième niveau. Et effectivement, je reviens sur ce que vient de dire Valentin, c'est très juste. C'est aussi interdépendant des bonnes volontés. Un head-off qui va ou un responsable du design system qui va être proactif et qui va avoir tout l'intérêt en fait d'être en capacité de communiquer auprès de sa VP design que ça évolue ou que j'ai besoin d'avoir une atteinte d'objectifs clairs. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on attend d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin du trimestre, etc. Quand on comprend ça et qu'on voit les bénéfices, évidemment, on est moteur. Et quand on est moteur, du coup, ça nous aide, nous, à aller un petit peu plus vite sur le processus. D'accord, ok. Est-ce que vous avez établi par hasard un plan pour sur plusieurs mois, sur plusieurs années pour la construction de ce dashboard ? Grâce au forfait Design Plus Super Premium, vous pouvez poser vos questions aux invités.
Retrouvez toutes les informations dans la description pour devenir un membre exclusif du podcast. Non, il y a une priorisation. Moi, j'aime pas trop fonctionner à la date ou au jalon, donc on a une priorisation et puis comme je te disais, en fonction de la bande passante, dès que j'ai un petit moment, j'essaie de rajouter une feature ou d'essayer de travailler une brique. C'est davantage comme ça qu'on fait. Donc on a une prio et puis comme tout produit, elle peut évoluer en fonction de l'actualité et des besoins des uns et des autres. Mais il n'y a pas de plan de route en tant que tel parce qu'en fait comme on disait, ça dépend de la bande passante, donc faut pouvoir le caler. Et puis il y a aussi tout le temps ce que moi je peux passer dessus hors de mon temps dédié, je dirais. Moi je mets du temps perso sur le sujet parce que ça me motive vraiment. Donc du coup il y a pas de roadmap à proprement parler, il y a une prio. D'accord, ok. Depuis quand c'est en place au sein de l'équipe de design de France TV alors du coup? Là, faut regarder de quand on a lancé les premières briques. Je pense qu'on a à peu près ça fait à peu près 6 mois que c'est implémenté. Alors après, je dirais qu'on est qu'on demeure en phase de build et qu'on n'est pas réellement dans le run, quand on continue à tester pour itérer, améliorer le produit. Mais en soi, ça fait 6 mois, ça doit faire à peu près ça, 6 mois que c'est lancé, quoi. D'accord, ok. Donc ça veut dire que lorsque vous en aviez parlé, je crois, durant la conf qui tue le game, c'était quasiment au début, finalement, non? Alors la conf qui tue le game, ça a un petit peu précipité la chose et ça nous a obligés, mais avec beaucoup de plaisir, à passer pas mal de temps ensemble, mis de chez moi, que ce soit sur nos heures, heures de nos heures, pour être au rendez-vous pour la conf qui tue le game. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous l'aviez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est-ce qui a accès finalement à ce dashboard et est-ce que toute l'équipe design y a accès alors du coup? Alors en soi, tout France TV a accès à ce dashboard techniquement. D'accord. Qui veut en interne, excepté pour les verbatim qui découlent du health-check. Ça, c'est les seules choses qu'on ne partage pas parce que des fois tu peux avoir des retours qui soient critiques ou très très personnels. C'est pas tant le côté critique, c'est le côté personnel. Voilà. Et puis ça briserait la valeur, je pense, du health check. Les gens ne répondraient pas avec la même transparence si on avait accès au verbatim, je pense. Donc pour en revenir à la question de base, qui veut accès à l'intégralité du dashboard hormis les verbatim? Donc tout ce qui est vélocité, déploiement design system, etc. Tout est ouvert à qui veut. Mais la réalité, c'est que pour le moment, c'est plutôt au niveau du management d'équipe que c'est réellement utilisé durant cette période qui est un peu un proof of concept, quoi. Mais c'est malgré tout ouvert à tous et il y a on a certains de nos designers qui vont régulièrement consulter la donnée dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que les équipes s'en servent? Quelles sont les actions qui sont prises? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aussi? Alors pour l'heure, il sert, comme je le disais, essentiellement à l'équipe de pilotage, donc VP, Head of et puis design transverse, les ops, etc. Mais la démarche est totalement transparente. Là aujourd'hui, là où ça nous sert le plus, c'est sur le health check pour ajuster notre roadmap, les sujets sur lesquels on va plus s'investir. Sur les rituels aussi, on l'utilise continuellement en fait. Et puis sur le design system, ça c'est vraiment les trois briques qui sont vraiment les mieux implémentées et puis qui tournent qui tournent le mieux, quoi, en fait, qui tournent bien, tout simplement. Je vais peut-être préciser que pour ceux qui relèvent en fait de la santé des équipes et notamment des verbatim qu'on évoquait tout à l'heure, ce n'est même pas en direct accessible par les VP design ou le VP product. Alors, je parle de VP product parce que le health check a été mis en place conjointement avec l'équipe product ops qui l'ont bien fait évoluer et bien porté. Et une des règles d'or, en fait, c'est que les données sont analysées par les ops, elles sont transmises en termes de gravité, etc.,
au VP, mais ils n'y ont pas accès directement. En fait, c'est une transmission de attention, il y a tel problème assez structurant, on ne sait pas qui. Par contre, il y a ça qui a été dit et qui est assez important pour que les actions soient prises et avec une transparence assez forte sur les actions. C'est pour ça qu'en fait, on dispose des verbatim, mais en revanche, ils sont filtrés par des êtres humains bienveillants et dont c'est le rôle de faire, je dirais, de la rétention pour pouvoir s'assurer que le management soit en adéquation avec le besoin. D'accord. Alors tout à l'heure, vous disiez aussi que il y avait beaucoup de managers, qui étaient très intéressés par ce modèle. Est-ce que du coup, il a été dupliqué dans d'autres départements chez France TV? Alors non, pas encore, mais les Product Ops l'étudient, l'étudient. On partage beaucoup de visibilité sur ce sujet avec nos amis Product Ops, sachant que le produit, nous en fait, le dashboard, quand on l'a conçu, on avait déjà l'ambition que à minima le produit rejoigne le dashboard. Donc il a été pensé tel quel, comme le chien allongé. L'idée c'est que n'importe qui, n'importe quelle direction puisse venir se greffer au dashboard. Alors j'ajouterais qu'en fait la démarche, alors Anso il aime pas trop que je le cite, mais je le cite à chaque fois. Anso Rakoto, quand il est arrivé chez France Télévisions, il a mis un gros coup d'accélérateur au design dans le produit et à la culture du produit. Évidemment, lui qui est quelqu'un qui aime beaucoup qu'on puisse justifier par la mesure, etc., la démarche, il l'apprécie vachement. Donc je pense que à moyen ou long terme, une démarche similaire va avoir le lieu côté produit, et peut-être même ça va complètement muter vers quelque chose de standardisé en fait à l'ensemble des équipes. Je ne sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que la démarche de se mesurer et d'aller dans cette direction est appréciée. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un changement au niveau de la direction ou du management? Parce que tout à l'heure vous en parliez un petit peu, que c'est vrai que vous étiez beaucoup investi dans le dashboard design, mais qu'est-ce qui se passe demain si vous partez, s'il y a un changement de direction, voilà. Alors, on a envisagé un document pour que les données soient adaptables et manageables en fonction des changements d'organisation par n'importe qui. C'est reprenable, hein, c'est pas une expertise dingue de pouvoir reprendre la main. Par ailleurs, on fabrique des petits bouts de back-office côté France Info. Je m'attendais à devoir former les développeurs avec lesquels je travaillais sur Coda. Bon, ils m'ont dit c'est du JavaScript, et hop, ils ont pris la main en quelques minutes. Donc je suis pas très inquiet sur la reprise en main par des personnes dont c'est l'expertise native, je dirais. Néanmoins, on le sait, ce genre d'initiative est principalement effectivement portée par les initiateurs et survivent souvent difficilement au départ des initiateurs. Alors moi, je suis parti, vous l'avez entendu tout à l'heure, et je partage le fait que j'avais conçu le repository d'Atomic Research et notamment un certain nombre de critères d'analyse auprès des équipes pour savoir si ça fonctionnait bien, avec Yolène Mercier qui est partie ensuite vers de nouvelles aventures chez Ubisoft il y a quelques années. Et de son départ, il y a eu effectivement un impact assez fort, même si on était là pour compenser. On n'arrive pas forcément à compenser les départs des personnes qui partent avec une partie de la culture avec eux, en fait, au fond. Alors, on aurait pu croire que ça allait avoir des difficultés à survivre avec mon départ, mais il se trouve que, Valentin, tu peux peut-être en parler, mais le dispositif est plutôt dans une bonne dynamique. Oui, tout à fait. Pour le moment, ça poursuit en effet une bonne dynamique. On a Axel Johnson qui a pris le relais de Mitch et qui lui également est très qui est convaincu par l'utilité et l'intérêt du dashboard, donc qui continue à défendre cette approche. Et puis on a avancé, comme je disais tout à l'heure, sur le design system, on est un peu plus fin, donc oui, c'est plutôt ça poursuit son cours plutôt de manière très positive. D'accord.
Ok. Ce qui serait peut-être intéressant, avant d'arriver à la fin de l'interview, c'est que vous partagiez avec nous, en fait, les erreurs que vous avez commises au démarrage du dashboard design. Alors ça va être le point le plus intéressant. C'est celui où chez moi on n'est pas d'accord. Euh, c'est assez rare qu'on va être noté. Là où sur le point sur lequel on va être d'accord, Mitch et moi, c'est mais on ne pouvait pas le savoir. Enfin, on a expliqué tout ça, mais c'est le fait de ne pas l'avoir designé à proprement parler et d'avoir procédé de manière organique. Mais encore une fois, on savait pas où on allait aller, donc c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Par contre, sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, donc il y a 2 points. Moi, je trouve à titre perso qu'on a mis parfois trop d'efforts sur certaines features par goût du hack et par ambition. On se parlait des jauges tout à l'heure. Alors, on va faire une petite précision. En fait, tu avais des jauges natives qui étaient moins jolies, moins UX que ce que Mitch avait en tête. Et on a passé beaucoup de temps à faire des filtres qui soient plus effectivement plus UX et mieux pour les utilisateurs, il y a aucun doute, mais qu'ils ont pris vraiment beaucoup de temps. Moi, j'aurais préféré ne pas mettre ce temps et en plus quand j'ai vu que la feature est arrivée relativement rapidement derrière, ça a conforté ce postulat. Mais bon, malgré tout, pour ménager ce que je dis, pour nuancer, ce que je dis, ça nous a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses. Le fait de hacker parfois l'outil pour avoir certaines features nous a permis de gagner de l'avance sur d'autres. Donc, c'est pas de la perte sèche. Voilà. Pardon, hein. Là où on n'est pas d'accord, c'est que moi je suis convaincu que l'adoption, elle passe par une UX la plus accessible et la plus séduisante possible. Et donc oui, en effet, l'outil permet de faire voilà, mais dans ce cas-là, on n'a qu'à aller carrément dans un tableau Excel tout dégueu. Et moi, je crois d'ailleurs que on l'a peut-être pas évoqué, mais il y a aussi une question de maturité culturelle des designers qui n'avaient pas forcément envie en fait de se mesurer. Et je dirais même moi le premier, j'aime pas trop l'idée qu'on soit en capacité de rationnellement prendre des décisions. Mais il se trouve que, parce que moi je viens de la publicité et que le créatif était décisionnaire absolu, etc. Il se trouve que, évidemment, ça a un certain nombre de bénéfices que j'ai appris à découvrir au fil de l'eau. Je crois qu'il faut pas non plus aller dans l'absolu rationnel. Il y a des choses qui relèvent de l'émotionnel. Et ces choses qui relèvent de l'émotionnel, quand je vois une interface qui est trop difficile pour moi, je pense que tout le monde qui écoute le podcast partage le fait qu'il est difficile de rentrer dans Jira pour un designer. Effectivement, Trello est beaucoup plus facilement adopté et ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement une question de finition, une question de pertinence de l'ergonomie et de choses qui sont complètement contradictoires dans Jira et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ah, on voit absolument Valentin qui hoche la tête. Vas-y Valentin, exprime-toi. Non, mais sur le parallèle que vient de faire Mitch sur Trello Jira, c'est vrai que Trello est mieux fini, mais il y a quand même beaucoup moins, Trello embarque beaucoup moins de complexité. Un autre point de divergence entre Mitch et moi, c'est que selon moi, on a manqué d'andragogie. Le terme n'est peut-être pas familier pour tous. En fait, on parle souvent de pédagogie à mauvais escient. En fait, dès lors où on parle de pédagogie pour les adultes, on parle d'andragogie. Donc, je trouve qu'on a manqué d'andragogie. Il y a une espèce de malédiction du savoir. La malédiction du savoir, c'est quand les choses, vous maîtrisez des choses, elles vous semblent tellement évidentes que vous n'arrivez plus à concevoir comment la personne qui est en face de vous voit le sujet. Et en fait, il y a des choses, Mitch et moi, on n'a même pas eu besoin vraiment de s'en parler. On savait pourquoi on le faisait, sur quoi ça allait nous emmener. Et je pense qu'on a manqué d'andragogie et on n'a pas assez communiqué sur pourquoi on le fait, à quoi ça allait servir, comment, etc. Parce que c'était trop évident pour nous. On l'a fait, bien entendu, mais probablement pas assez. Bon, alors moi, je suis convaincu exactement du contraire. Alors, pas vraiment c'est sûr qu'il faut communiquer, c'est une question sur la chronologie. Pour ma part, moi, je suis convaincu qu'il faut des fois faire et construire pour convaincre. Et ce projet, s'il avait dû être vendu avant d'être produit, on l'aurait jamais vu, en fait. Pour des raisons que, rationnellement expliquer, on va mettre en place un outil, c'est bien différent de le montrer et qu'il fonctionne. Et de montrer un cas très concret où on avait un cas très concret au moment où on l'a communiqué auprès de nos équipes, sur la santé de nos guildes,
c'est très clair. Je veux dire, il y a un moment où, de toute évidence, il fallait agir et on le voyait sur la courbe. Et ça, pour moi, en fait, c'est beaucoup plus puissant que d'essayer de séduire et de raconter ce qu'on va vouloir faire en amont et d'être dans l'incapacité de le prouver. Ok. Alors, j'aimerais un peu connaître quels sont vos principaux enseignements aujourd'hui que vous en tirez. Alors sur les enseignements, je vais séparer un petit peu nos retours en deux briques principales. La première qui portera sur la démarche et la seconde sur l'outil à proprement parler. Au niveau de la démarche, clairement, c'est honteux qu'un DesignOps dise ça, mais de designer le produit dans son ensemble en fait. Comme on vous l'a dit, nous, on a procédé de manière organique par la force des choses, mais si on avait su où on allait, on l'aurait designé et on serait allé, je pense, beaucoup plus vite. Ne pas sous-estimer le coût en lobbying et en démarche d'adoption. Un outil construit maison, bien souvent, il est moins bien perçu, il est perçu comme moins efficace qu'un outil conçu en externe, comme le disait Mitch tout à l'heure. Donc vraiment, ne pas minimiser ce coût en lobbying. Au niveau de l'outil, faut prendre en compte la connectivité avec tous vos différents outils, que ce soit les Jira, les Excel, les Google Sheets, les Figma, etc. Le potentiel technique et les contraintes UX et UI de l'outil, on peut pas aller aussi loin qu'on aimerait aller en termes d'UI sur Coda. On se retrouve souvent contraint. Un autre enseignement aussi, c'est bien prendre en compte la capacité à le produire soi-même en toute autonomie, le temps que ça coûte en termes de conception, de construction et de maintenance, et puis l'entretien et la récolte des données aussi. Enfin, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et voilà. Donc c'est les aspects qui moi me viennent principalement sur les enseignements. Peut-être Mitch, tu veux compléter. D'accord, ok. Du coup, quelles sont vos réussites sur le dashboard design aujourd'hui ? Qu'est-ce que on peut en tirer ? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? En point positif, c'est qu'on a quelques vrais promoteurs. En tout cas, quand je suis parti, il y avait quelques vrais promoteurs, et on l'a dit tout à l'heure, le relais a été pris par Axel. Notamment, on a une adoption encore très moyenne, si on est complètement honnête, mais qui commence à faire ses preuves. Et puis heureusement, plusieurs fois, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a une anticipation réelle des problèmes émergents. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau de le construire, c'est bien beau d'en être fier, c'est bien beau d'essayer de convaincre les autres, mais on a été nous-mêmes surpris et convaincus par l'anticipation que ça nous donnait et par la clarification en amont. On est un peu fiers d'arriver vis-à-vis de l'équipe de pilotage et de leur dire là, tu vois, j'ai quand même le sentiment qu'il y a ça qui va pas bien. Ah. Et une fois encore, je crois que une partie de nous le sait quand il y a un problème. Mais quand c'est affiché à l'écran, on peut en débattre, on peut en discuter, puis surtout c'est tangible, c'est très clair. Et on avait tendance à se dire oui, je vais le gérer, mais quand on l'a pas planifié. Or, quand on le voit sous nos yeux, en fait, on en débat tout de suite et on se dit faut prendre le problème à bras le corps maintenant. D'accord. Et d'ailleurs, tu disais qu'il y avait peut-être des priorités. Est-ce que dans le dashboard design, vous avez des notifications, je sais pas, des alertes qui vous disent attention, urgent, là c'est moins urgent, des choses comme ça ? Ouais, tout à fait. Sur la charge des équipes notamment, enfin c'est un exemple qu'on peut donner. On va avoir une alerte qui va remonter donc sur le dashboard et également sur un canal Slack dédié, une alerte qui va nous être remontée en cas de trop grosse charge des équipes ou d'une partie de l'équipe ou d'une typologie de périmètre sur un produit, je dirais. Le dashboard macro, donc là, je le rappelle, il y a une vue macro et puis ensuite on peut rentrer dans des segments plus micro. Sur la dimension macro, en fait, quand on arrive au jour J, à l'instant T,
il y a des notifications qui apparaissent. Hein. Et donc, si c'est grave, ça se voit. C'est rouge. Ok. Pour conclure, et donc à propos du dashboard design, si vous aviez un seul conseil à donner à nos auditrices et auditeurs, quel serait ce conseil ? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les designers sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. On se plaint d'avoir trop de delivery à assurer. On se plaint de rituels trop inefficaces ou trop présents. On se plaint de ne pas voir évoluer le design system au rythme qu'on espérait. On se plaint de nombreux mots, mais on ne se donne pas les moyens de pleinement mesurer et d'anticiper. Donc moi, mon conseil, ce serait de dire, faites un dashboard, vous saurez et vous pourrez communiquer avec des codes qui seront compris par les autres expertises, non plus des sentiments ou des émotions, mais des données factuelles. Et pour ma part, pour conclure, je dirais étudiez bien votre vision, posez-la, testez une première brique, mais raisonnez toujours avec la vision la plus complète possible, que ce soit sur le scope ou sur la granularité de la data. Et puis gardez bien en tête pourquoi vous faites le dashboard. Dashboard, c'est pas la finalité, mais c'est vraiment le moyen. D'accord, ok. Eh bien, merci à tous les deux. C'était vraiment sympa d'être venus dans Design Plus pour partager ce moyen, cette méthode, ce dashboard design. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire pour terminer ? Je veux bien prendre le rebond sur ça. Merci à toi, Laurent, de nous avoir invités pour parler de ce sujet. Et d'une part, et puis merci à Mitch. Moi, je suis très content d'avoir travaillé aux côtés de Mitch chez France Télévisions, d'avoir eu à mes côtés le manager qui m'a permis, avec qui j'ai pu travailler sur ce projet. Je profite de Design Plus pour remercier Mitch pour cette année passée à tes côtés. On dirait que je vais mourir. Alors rassure tout le monde, moi je vais pas mourir. Disons que je prends si je suis à un tournant, et soit je prends une direction, soit je prends une nouvelle direction, soit je prends une toute nouvelle direction. Mais alors moi je suis très content que tu nous aies reçus, Laurent. En plus c'est un rendez-vous manqué il y a je sais plus peut-être presque 2 ans. On devait faire quelque chose ensemble, on n'avait pas eu l'occasion. Donc je suis très content que ça y est, on arrive enfin au bout de ce partage d'aventure. Et puis merci effectivement à Valentin, et puis je dirais même à l'ensemble des équipes, parce que tout ce qu'on construit en tant que manager, je disais tout à l'heure, j'ai pu faire évoluer la culture dans France Télévisions, etc., etc. Le jeu, évidemment, très mal approprié, parce que c'est grâce au soutien de Caroline, de Anso, de gens qui croient en nous, qu'on arrive à mettre en place ce genre de choses. Et puis c'est aussi grâce au soutien de gens qui ne comptent pas les heures, comme on l'a dit tout à l'heure très justement Valentin, quand ils sont passionnés, et c'est un métier qui fonctionne que sur la passion. Ça vaut pour Valentin, ça vaut pour toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler. Je l'ai dit, j'ai vu passer énormément de monde, de designers. On n'a pas cité tout le monde, c'est pas impossible, hein, mais sur les guildes, on a eu le soutien de gens exceptionnels, alors que c'est en complément du travail qu'ils font au quotidien. Et puis, faut le dire, c'est souvent magnifique de travailler sur des produits aussi exposés et aussi intéressants que ceux sur lesquels on travaille dans le cadre du service public, et particulièrement chez France Télévisions. Mais il y a des moments durs, et il y a un esprit d'équipe et un soutien familial. C'est vraiment une famille, le design, qu'on ressent partout, qu'on a pu ressentir d'ailleurs dans le cadre de la Conf qui tue le game, et que j'apprécie énormément. Et donc c'est un merci à tous. Je remercie encore Michael et Valentin d'être venus dans Design Plus pour parler du dashboard design, et puis aussi d'avoir passé un beau moment de podcast. Dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien pour vous abonner et ainsi devenir un membre exclusif de Design Plus Premium. Et pour en savoir plus, dans la description, vous y trouverez également les liens vers les slides, le FigJam, ainsi que le fichier Coda. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme.
Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Design Plus. Salut! Design